Bonsoir tout le monde et bienvenue. Alors je vais monter mon son parce que j'ai l'impression que je suis pas assez fort. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette deuxième partie de la FAQ de 2023. Voilà, donc bien sûr le chat est à vous, sous la bonne garde de votre serviteur et de Luc qui est modérateur. Vous pouvez poser vos questions, j'y répondrai bien évidemment. On va commencer cette deuxième partie par quelque chose qui avait été évoqué la dernière fois lors de la première partie. Une expérimentation que j'ai pu faire cette année, en mars plus précisément. J'ai fait une émission qui s'appelle Le Flux. C'est une émission composée de 33 ou 34 vidéos, petites vidéos, qui ont été réparties sur le mois entier de mars. Une vidéo par jour, des fois plus même. Alors voilà, je me suis dit, pendant le mois de mars, on va couvrir plein de films, des films qui sortent en mars, des films plus anciens, voilà, que ça donne une idée aussi de ce que la chaîne pourrait traiter. Donc il y avait des films d'animation, il y avait des films européens, il y avait des films américains évidemment, il y avait quelques films en sortie, il y avait des documentaires, films indépendants, films asiatiques, films bizarroïdes. Voilà, je voulais que ça soit une bonne vitrine, que ça soit aussi des films, voilà, des surprises. J'entends par là des surprises pour moi, hein, de découvrir aussi des films, pas que des films que j'avais déjà laissé mariner dans leur jus pendant un moment, non, que je découvre aussi pour l'événement un film, ou deux, ou trois, etc. etc. Donc j'ai commencé à réfléchir, il y avait des films dont j'avais déjà écrit quelques papiers, quelques lignes, mais je savais pas trop quoi en faire, j'avais pas forcément envie d'écrire une grosse critique, donc je savais pas trop quoi faire de mes petits écrits, et par conséquent je me suis dit tiens, c'est une bonne opportunité de travailler sur un plus petit format. C'était le cas de The Rumbler et de Blue Ruin, je crois. Ces deux-là, ils étaient dans ce cas de figure. Il y avait des films qui étaient sortis, sur lesquels je voulais revenir rapidement. Babylon, Empire of Light, The Fabelmans, The Whale. Il y a eu aussi une opportunité que j'ai pu saisir, et ça m'a fait pas mal de bien. Je crois que c'est la vidéo la plus longue d'ailleurs, avec peut-être The Whale. Tango Sueños Eléctricos, qui est un film qu'on m'a proposé en OPSP, en avant-première. Vous savez, les avant-premières presse, hein, littéralement. Donc j'étais dans la salle tout seul en train de voir le film. Ici, il y avait 2-3 personnes encore, mais voilà, c'était des gens qui étaient sélectionnés pour une projection de presse. Le film était bien, et moi j'avais besoin aussi de voir un film qui est un petit peu différent. Donc après j'en ai fait un petit papier, j'avais fait le bon élève, c'est-à-dire que j'avais regardé le kit de presse, j'avais regardé des interviews de la réalisatrice, enfin voilà, je voulais pas me tromper aussi sur les intentions du film. Qu'est-ce que j'ai fait encore d'intéressant? Quelques documentaires, parce que c'est vrai que des fois j'en regarde. Alors, un documentaire animalier, La planète blanche, sur l'humain, le premier cri, ou encore voilà, un truc un peu bizarre, Room 237, et même dans un certain sens The Epic of Everest, puisque vous savez que je traite aussi de films beaucoup plus vieux. Eh bien c'est une forme de documentaire, hein. Il faut pas, c'est une captation d'un événement dans l'exploration de notre planète. Et voilà, j'avais l'occasion d'en parler, je me suis dit tiens, en plus ça fait un vieux film, alors let's go. Et aussi quelques films, voilà, je savais que ça m'intéressait d'en parler, mais je m'étais pas dit je vais faire une longue critique. Alors c'est vous savez, les films un peu entre deux, j'ai 2-3 trucs à dire, mais pas plus que ça, comme les Nuits de Mashhad ou Letters from a Dead Man. Et puis après il y a eu aussi le cas de figure de Samir et de Jules, donc mes acolytes bien sûr, pour l'émission Parole que Samir organise sur sa chaîne Microciné, qui avaient fait leur top, je crois, de l'année 2022, il me semble. Je crois que c'était ça l'idée. 2022 ou 2021, je crois que c'était 2022. Je peux me tromper, hein. Et ils avaient choisi Le Jour de gloire, qui est un film filmé en direct, filmé et présenté en direct sur une plateforme, je sais plus si c'était, je crois que c'était Arte, c'était pas France Télévisions, c'était Arte il me semble, pendant les élections présidentielles
ce qui est très ambitieux sur la forme. Et bien sûr, Jules participait au tournage. Donc ça, bien sûr, ça lui donnait une expérience et un amour de ce film-là. Et le film de Samir, c'était Enquête sur un scandale d'État. Donc moi, je les avais vus. Bon, j'en ai pas retiré grand-chose. Mais je me suis dit, ah bah tiens, ce sera bien quand même d'en laisser un petit témoignage sur la chaîne rapidement. Donc voilà, les choses, vous savez, sont venues d'un peu dans tous les sens et un peu de partout pour constituer le corps de l'événement. À partir de là, je devais aussi aligner une certaine logique de flux de vidéo, c'est-à-dire en fabriquer à la chaîne. Donc j'ai dû un peu faire une matrice, faire un projet de matrice où j'ai juste à glisser le visuel et l'audio. Et après, je peux vraiment mouliner les 4-5 films d'affilée en attendant un nouvel enregistrement, une nouvelle session d'enregistrement. Et bien sûr, tous les visuels étaient cadrés, mis dans des matrices aussi pour faire les miniatures à la chaîne, suivant toujours un peu une même façon de procéder. À chaque fois, voilà, j'avais des petits trucs à modifier à chaque fois et après tout le reste tournait tout seul. Après, c'est pas automatisé comme des véritables professionnels le feraient sur After Effects où ils cliquent sur un bouton et tout se fait. Mais moi, je trouvais que c'était assez automatisé pour moi, pour ma pratique du montage et les besoins de la chaîne. Et la publication s'est déroulée. Je regardais pas forcément les chiffres, moi je regardais plus est-ce que tout est bien passé, est-ce qu'il y a un peu de commentaires. Bon, il y avait des commentaires, il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est pas grave, hein. Moi je m'attendais pas à ce que ce soit la folie, ça aurait été bien, hein, mais ce n'est pas le cas. Alors moi je trouvais que la sélection était bien, mais quand le mois spécial était terminé et passé 1 ou 2 semaines, je regarde les stats, et là... les stats, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Stats divisées par 2 ou par 3, même, en termes de vues. Et les abonnés, ils ont été divisés par 5. Donc le flux d'abonnés par mois, parce que c'est calculé par mois, en tout cas de base, est divisé par 3. Comme si ça les avait fait fuir, qu'il y avait trop de vidéos d'un coup. C'est ridicule, hein. Mais bon, ça veut dire que ce ne sont pas des gens, je pense, qui sont intéressés par la chaîne. C'était des gens qui étaient des fantômes, hein, qui suivaient pas sur les réseaux aussi. Il me semble avoir quand même parlé longuement de ce projet, de l'envie de le faire et tout ça. Ouais, les stats, elles ont subi, hein. Sec. Et je suis encore en train maintenant de récupérer du mois de mars. Je ne suis pas revenu aux statistiques de vues et d'abonnés d'avant le mois de mars. Mais après, ce n'est pas spécifiquement de ma faute, hein. C'est l'algorithme qui est tellement quadrillé par un certain procédé, une certaine logique de chaîne que dès qu'on fait dérailler le truc, parce que juste on a envie de faire autre chose, quoi, parce que c'est notre chaîne, c'est pas robotique en fait, on a le droit de faire autre chose sur notre chaîne, de vriller en fait pour aller sur un autre rythme ou un autre type de vidéo. Bah l'algorithme il te dit va te faire foutre et il te nique. Il te nique en te recommandant plus ou je sais trop quoi. Voilà ce qui s'est passé pour le flux de mars. L'expérience en termes de petits formats tout petits, de petits avis rapides, j'ai plutôt bien aimé. Mais par contre, en termes d'impact sur la chaîne, c'est une catastrophe. Ça me dissuade de le refaire, en tout cas, ça je peux vous le dire. Oh. Je pensais qu'il y aurait, voilà, que les vidéos ne feraient pas forcément beaucoup de vues, parce qu'elles sont faites un peu à la chaîne, on n'est pas forcément au taquet à chaque fois, mais c'est pas... mais qu'à ce point-là, ça nique tout. C'est un peu déroutant comme ça. Je pense que l'expérimentation est terminée. J'en ai retiré des conclusions pas intéressantes du tout à renouveler. Donc il y aura probablement pas d'autres flux. J'en referai pas de sitôt, hein. Ça allège un peu par rapport à des vidéos. Bah, la critique de Baraka qui dure plus de 2 heures. Bon, voilà, il faut se la farcir, quoi. Mais oui, ça c'est des trucs intermédiaires. Je me disais, est-ce que je suis capable de parler de façon plus réduite ? Et c'est le cas. Faut juste que je verrouille un peu certains sujets et ça passe tout seul. T'as eu des cadeaux à la fin de la séance de projection presse ? Non, pas du tout. Je pouvais dire vraiment ce que je voulais. Mais après, moi j'ai fait le choix d'aller là-bas. Donc c'est pas pour
pour après faire le casse-couille. Et puis étant donné que voilà, j'ai quand même vu beaucoup de films, je peux tout à fait mesurer en fait mes attentes, ce que j'attends d'un film de cet ordre-là. Après il y a les constantes et les variantes, je sais gérer ça dans mon regard, et puis c'est tout quoi. Avec en effet, Luc, comme tu dis, interdit aux chiens et aux Italiens, ajout de dernière minute absolument, grâce à toi hein, Luc. J'ai pu l'ajouter sans trop... c'est ce qui a fait monter un par-ci, un par-là. C'est ce qui a fait monter le nombre de films à plus de 30 sur le mois. Des vidéos courtes, mais moins fréquentes peut-être. Oh ouais, mais je me vois mal redescendre en dessous de 10 minutes comme ça, naturellement, dans mon flux à moi de vidéos. Et puis je voudrais aussi, dans ce cas-là, trouver des films qui s'y prêtent. Quand j'ai choisi ces films-là, pour le flux de mars, je n'ai pas eu à me forcer à me réduire mon temps de parole. C'est que j'avais peu de choses à dire sur le film, donc naturellement le dialogue est moindre. Donc il faut trouver des films comme ça. Vu que je suis un gros moulin à parole, quand je m'y mets, voilà, il faut trouver des films qui ne me donnent pas envie de parler. Comme ça, ça me donne envie de parler au minimum. Alors les shorts, j'en ai pas encore fait. Mais j'ai peut-être une ou deux idées de shorts que je devrais faire, mais j'ai peur que ça flingue encore l'algo. Oui, je suis d'accord quand vous dites, voilà, outre l'aspect rentabilité, c'est une réussite, ouais, mais si ça après ça nuit sur la longue durée, sur l'enlisement dans des vidéos qui font à peine 100 vues, et qui ne sont guère plus que ça, c'est toujours un peu irritant, quoi. Et encore une fois, et je reviens encore une fois, par rapport à avant mars, c'est ça aussi, je voyais les stats avant et après, hein, sur mes stats, hein, vraiment, hein, c'est ça qui m'irrite le plus, qui me dissuade de le faire. S'il faut attendre des années pour que le truc se recalibre, moi je suis pas capable de tenir plus d'un mois hein, avec une fréquence comme ça. Hein. Moi j'en vis pas, hein. Et le Google AdSense qui permet après la monétisation, c'est pas activé chez moi. Hein. S'il y a des pubs sur mes vidéos, c'est parce qu'il y a les droits d'auteur qui se sont manifestés. Ils font de la pub pour les ayants droit, pas pour moi. Hein. Et je le voudrais pas d'ailleurs. Parce qu'après, il y a tout ce qui est administratif vis-à-vis de ce que génère YouTube. J'ai pas envie de m'en mêler là-dedans. Hein. Déjà qu'administrativement, je suis un schlagos. J'ai pas envie de me faire chier encore avec ce que YouTube peut me donner. Hein. Je suis pas auto-entrepreneur, moi. Hein. J'ai l'impression que l'algo s'adapte au rythme de YouTube aussi. Oui, c'est possible. Mais après, je ne suis pas à la place de l'algorithme. Donc je ne sais pas spécifiquement. On peut être érudit sans avoir fait la fac. Évidemment. Oh là là, alors si moi j'ai dit le contraire, je m'en excuse. C'est pas du tout ce que je pense. On peut totalement être érudit et sans avoir fait la fac. Mais après, il y a aussi une rigueur qu'on nous apprend à l'université de méthodologie et de processus qui est plus difficile à acquérir de son propre chef. Ça peut être possible, hein, si on trouve de bons ouvrages et tout ça, mais c'est plus difficile, c'est moins instantané. Et après, bien sûr, moi, ça fait longtemps que j'ai fait l'université, j'ai pris mes distances avec tout ça. Hein. Mais je peux tout à fait comprendre les logiques universitaires, la rigueur et l'exigence aussi. Je n'ai pas forcément envie de l'appliquer de mon côté pour mes petits travaux. On va parler de quelques films qui sortent en 2024. Alors, il s'agit de films qui ont été longuement annoncés, qui sont souvent des films à grand spectacle. Je fais toujours ce petit prélude avant d'énumérer certains noms. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, il ne s'agit pas d'une liste mettant en avant tous les réalisateurs qui peuvent exister, notamment les réalisateurs de la scène indépendante ou des réalisateurs que vous aimez. Si vous me dites il y a un nouveau David Lynch qui sort, moi David Lynch je m'en fous un peu, donc forcément il sera pas dans cette liste. Mais après c'est un truc qui va s'étoffer au fur et à mesure aussi qu'il y a des dates en salle française, que tout d'un coup il y aura un peu de médiatisation, les films sortent des buissons comme ça, et même en cours d'année, il y a des films qui n'étaient pas annoncés et ils se sont retrouvés là, coucou je dirais pas la suite de la phrase, mais voilà,
C'est une petite piste, comme à chaque fois, j'aime bien voir un peu l'horizon de ce qui va se passer. Bon, il y a des trucs absolument affreux, hein. On peut commencer par les quelques trucs affreux, dont certains ont déjà eu des bandes annonces. Madame Web, je donne ça comme ça, au pâture aux chiens, hein, vous savez, comme Scar qui balance le morceau de zèbre aux hyènes, voilà. Madame Web, hop. Affreux, c'est moche comme tout. Qu'est-ce qu'il y a eu de présenté? Bon, ils disent qu'il y aura Kung Fu Panda 4 en 2024, mais j'ai du mal à y croire. Il y aura Helio, qui est un film Disney. Bon, j'ai l'impression que c'est... comment ça s'appelait, là, le truc avec le gamin qui va sur Mars, là, en animation, en... Sam sur Mars ou je sais plus quoi, là, le machin qui s'était complètement vautré. Alors bon, écoutez, je pense que ça va faire un flop comme Wish, hein, il faut qu'ils arrêtent de nous casser les couilles avec ça. Il faut qu'ils fassent des meilleurs films. Est-ce que Helio, c'est un film Disney ou c'est un film Pixar? Bonjour, toi qui as peut-être l'œil sur... Milo sur Mars, merci Théo. C'est un film Disney ou un film Pixar? Moi, j'ai pas la liste, j'ai pas le descriptif du film devant moi. Ah bah c'est un film Pixar. Bah ça a l'air vachement nul pour un film Pixar, voilà. Mais bon, c'est un peu dans la lignée de ce qu'ils nous ont présenté. Oui, alors oui, les Trois Mousquetaires, Milady, alors avec Milady qui revient d'entre les morts. Bon, moi ça m'intéresse pas trop. Le premier était beaucoup de moyens, et ça se voyait, hein. Il y avait beaucoup de moyens, mais j'ai pas trouvé ça très intéressant à regarder. Il y aura Dune Part 2, j'ai l'impression qu'ils vont encore nous casser les couilles avec ça. Moi je pense pas aller le voir, j'hésite, mais je ne pense pas aller le voir. Le premier était une douche froide. Il y aura un film Rayman. C'est un film d'animation très probablement. Je ne sais pas quel studio le fera. Ce sera peut-être DreamWorks, je ne sais pas. Je me demande ce qu'il pourrait raconter avec Rayman. Mais on a eu quelques bons films d'animation tirés de jeux vidéo. Moi je rappelle Angry Birds, le premier, s'il y en a eu un deuxième. Le premier était plutôt sympa à regarder, un truc en famille où on rigole bien et ça passe. Et c'est tout ce qu'on demande, hein. Donc peut-être que Rayman, ils auront un bon scénario, ça passera bien. Alors, Yolan, tu dis Pixar, c'est pas Disney. Il y a une différence à faire dans les façons dont les studios fonctionnent, dans les productions de leurs films. Ce n'est pas la même chose. C'est en effet, Pixar appartient à Disney, qui est la maison de distribution. Mais il y a un studio de production de long métrage d'animation Disney et un studio de production de long métrage d'animation Pixar. Voilà. Les techniques sont pas les mêmes, les artistes sont probablement pas les mêmes. Oui, bah là tu faisais le taquin, mais moi je ne fais pas le taquin. Quand je vois un truc qui suppose une réponse, je suis très sérieux dans mes réponses. Ah, une autre énormité, il y aura un film Mufasa, et oui, Simba the Prequel, Mufasa arrive, au secours, what the fuck. Hein, bien sûr, c'est les lions sans sexe, hein, vous savez comment ils sont, hein, réalistes, mais sans les sexes. Ok. Il y aura... encore un Ghostbusters, on a eu un petit teaser, bon je pense que ça fonctionnera tout seul, mais bon, est-ce qu'on a envie de voir encore un Ghostbusters? Je ne crois pas. Enfin en tout cas moi c'est sûr que j'irai pas voir ça. Deadpool 3 aussi, oh là là, mais putain, lâchez-nous les grappes, je pense que le pauvre Hugh Jackman, je sais pas quelle gueule il y aura dans le film là. Je trouve ça un peu tristouné, hein, qu'il se sente obligé de revenir comme ça, alors qu'il a fait plein de films qui étaient plutôt bien. Moi j'avais vu la Bad Education là, où il joue un espèce de politique. J'avais bien aimé le film. Et puis j'ai pas vu The Father, non, ou The Son. Non, c'était The Son, ouais. Mais j'aurais envie de le voir. Moi je le trouve très bien quand il fait d'autres choses que Wolverine, quoi. Il a un super talent, le gars. Et puis quand il pousse la chansonnette là, The Greatest Showman, il est super, il danse vachement bien, il chante, il a une belle voix de chant, c'est super. Donc il devrait continuer dans ces voix-là et pas revenir dans des trucs comme ça, quoi. Mais bon, je pense que ça l'amuse aussi dans un sens, hein, de faire des conneries avec son personnage, donc bon, on va voir. Il y aura Godzilla contre Kong New Empire avec le roi Louis, hein, donc un gros orang-outan rouge tout grand là, un autre singe, semble-t-il. Bon, je sais pas si c'est intéressant de voir ça, mais bon, moi je n'irai pas voir ça, ça c'est sûr. Il y aura Ballerina, qui est un spin-off
Enfin, c'est pas vraiment un spin-off, mais c'est une espèce de version féminine de John Wick. Ça, encore une fois, enfin, ça va être par la même équipe, hein, donc en tout cas, le même clan de gens qui veulent faire des scènes d'action ultra stylées. Ouais, bon, ouais, c'est des trucs à la chaîne, quoi. Ça m'intéresse pas, ça. Il y aura, on a vu un trailer tout récemment, Furiosa, le film de George Miller sur le personnage de Furiosa, qui sort en mai, je crois. Le trailer n'est pas très vendeur. Ça a l'air un peu vide. Je pense qu'il y a peut-être des choses qui manquent encore au plan, mais bon, on commence doucement à se rapprocher de la date et encore en moyen de changer. Hein. On a pu voir que l'étalonnage a varié d'une bande-annonce à une autre. Hein. Pour le premier Mad Max, nouvelle formule de 2015, pardon, j'ai le hockey. Donc, il n'y a pas de mal. On a pu voir des évolutions de bande-annonce, de bande-annonce en bande-annonce de film. Je ne m'inquiète pas pour ça. Il y aura, et Yo le met en avant en effet, un Seigneur des Anneaux et la bataille des Rohirrim, qui est un truc en animation. Ce n'est pas du film, c'est de l'animation, de ce que j'ai lu. Bon, peut-être à voir, ce sera plutôt agréable à regarder, puis ça nous remettra un peu dans l'univers, c'est toujours un peu plaisant de voir ça. Il y aura le Joker 2, oui, en effet. Il y aura du Joker 2, du Beetlejuice 2, du Inside Out 2, donc vous savez, l'espèce de pompage de Pixar sur un moyen-métrage de Disney, ils en font une suite, avec encore plus de sentiments. Wow, anxiété arrive, oh là là, je suis anxiété. Mais qu'est-ce que va devenir peur ou panique, je sais plus, le mec en violet, parce qu'il était justement celui qui crée l'anxiété. Et ben non, là il y a un autre. Alors là, on va subdiviser les personnages. Ouais, bon, s'ils veulent s'empêtrer, ok. Mais je trouve ça un peu inutile. Et puis je me rappelle encore une fois du moment où il disait oui, on fera plus jamais de suite et tout ça, mon cul sur la commode. Il y a Kingdom of the Planet of the Apes. Le trailer est sympa, mais ça a l'air aussi un peu générique. Il y a quelques effets spéciaux qui sont pas très beaux, mais le film a encore le temps de peaufiner un peu tout ça. Ça pourra peut-être être une belle aventure. Je pense pas que j'irai le voir, mais je souhaite qu'il soit bien tenu. Parce que là, la nouvelle lancée des Planet of the Apes, je trouve qu'ils ont trouvé des bonnes dynamiques, des fois de bons récits. Je trouve que le 2 est vraiment bien, le 3 est un peu paresseux. J'attends de voir. Peut-être que je serai convaincu par des bandes annonces suivantes, je ne sais pas. Encore un film Bad Boys, les vieux machins. Il y aura Moi, Moche et Méchant 4. Si, c'est marrant quand on est en famille. Mais à voir tout seul, je ne pense pas que Moi, Moche et Méchant, j'irai voir. Transformers One. Parce qu'ils s'étaient tellement perdus, les pauvres, qu'ils se sont dit qu'on va rebooter. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en parlant de One, il y a un autre film qui s'amuse avec des chiffres aussi, c'est Godzilla, qui a eu un de très beaux trailers là jusqu'à présent. Il a de bons retours au cinéma pour les gens qui l'ont vu. Alien Romulus. Donc si je me souviens bien, Alien Romulus est fait par Fede Alvarez, qui est le mec qui avait fait Don't Breathe, Evil Dead et le Millennium... Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ou un truc comme ça. Alvarez, c'est plutôt un bon faiseur quand on lui donne ce qu'il faut faire. Don't Breathe était bien. Il faut voir ce qu'il peut en faire avec Alien. Il sait très bien qu'on l'attend au tournant. Il semblerait que Ridley Scott l'ait laissé faire un peu ce qu'il voulait et qu'il a été plutôt satisfait du résultat. Après, bon, voilà, les gens diraient que Ridley Scott devient sénile, c'est eux que ça regarde. À voir. Si les trailers donnent envie, je pourrais peut-être me laisser tenter, comme je m'étais laissé tenter par Prometheus et Covenant, et finalement c'était plutôt une bonne affaire pour moi. Donc je veux bien lui donner une chance. Je veux bien donner à l'équipe de promotion une chance de me convaincre de me déplacer. Voilà, je devrais le formuler comme ça. Mais on n'a aucune bande-annonce encore. Alors qu'on a des bandes-annonces pour des films qui nous intéressent absolument pas, comme Kraven le Chasseur, qui sort aussi cette année. Donc, voilà, Kraven le Chasseur a 2 bandes-annonces, et on s'en fout de ce film. Et là, les équipes marketing en sueur. Dire que Ridley Scott a empêché l'Alien 2,5, oui, mais bon, quand tu vois ce qu'a fait Blomkamp par la suite, c'est peut-être mieux qu'il ait arrêté le Alien 2,5. Scott se prend pour Dieu, c'est lui qui a fait le premier film, et ça s'arrête là en fait.
Donc il a un droit de regard. Et puis il doit y avoir sûrement des droits de nom et de personnages, de design et tout ça qui doivent être dans la poche aussi, quelque part. Les artworks vendaient du rêve, mais il y a beaucoup de films qui ont des magnifiques artworks et quand tu vois le résultat, tu dis ouais bon, très beau plan, hein. C'est facile de trouver une belle image fixe, super belle. Après quand tu vois le truc en mouvement, tu dis non mais ok. Donc ça il faut se méfier aussi avec les artworks et les idées comme ça qui te disent, quand tu vois le plan, tu dis oh ça coûte 50 millions de dollars cette affaire, bah non on doit le faire avec 4 millions. Ah voilà, donc des fois c'est juste pour vendre auprès des gens qui ont de l'argent, mais c'est pas dit que ça fonctionne, hein. C'est pas que Scott qui a fait Alien quand même. Alors je pense que au contraire, je pense que Scott il avait la main sur à peu près tout sur le plateau. C'est lui qui a fait le film, c'est lui qui crée l'ambiance aussi. Donc il faut pas croire que ah non lui il fait rien. Et au vu je pense j'allais dire du tyran. Je devrais pas formuler comme ça, mais plutôt de l'homme de fer qu'il est sur les tournages. Je pense qu'il laissait pas les mecs faire leurs petits aliens ou leurs petits scénarios comme ça. Il avait des retouches dessus, hein. Ça, j'en suis à peu près persuadé déjà à l'époque. Là, sur le coup, je peux pas me rappeler le making-of que j'avais vu il y a des années. Mais moi, ça m'étonnerait pas qu'il ait pas laissé Giger, qu'il ait discuté avec Giger pour faire la créature. C'est pas Giger qui l'a dit, bon voilà la créature, là je te laisse maintenant. Et puis il y a aussi la façon de filmer la créature, hein. Et ça, c'est pas Giger, hein. C'est Scott. La fragmentation, comment la créature apparaît avec la lumière, parce que ça c'est tout l'intérêt de Alien. Et c'est en grande partie la révélation et la fragmentation de la créature, c'est en grande partie ce qui a fait sa légende. C'est pas juste la créature comme ça dessinée à plat avec les couleurs vives et en pleine lumière. C'est le travail d'ombre sur la créature. Et ça c'est complètement Scott, hein, c'est pas Giger. De même que vous savez très bien comment ça se passe un scénario, vous avez des lignes, je suis vraiment obligé de vous le rappeler ça, vous avez des lignes de scénario, et après il y a comment le scénario va apparaître à l'écran. Et ça c'est pas le scénariste qui choisit les plans, c'est pas le scénariste qui choisit le montage, c'est pas le scénariste qui choisit la musique ou la non-musique, les focales, la texture, le jeu d'acteur. Donc non, c'est bien joli de poser des lignes, et au vu du peu de parlotte dans le film, je pense pas que Bannon il a eu à écrire grand chose. Je pense que Scott a remanié le scénario et j'aurais presque envie le lendemain dimanche là de voir le making of si c'est le cas, ça m'étonnerait même pas. Mais la mise en scène fait tout dans le film de Scott. Et Scott nous sortirait, je trouverais ça invraisemblable, mais il nous sortirait. Déjà en 2024 on aura la version longue de Napoléon. Je n'ai pas vu la version cinéma, hein. Mais il y aurait peut-être Gladiator 2. Faut voir comment il se situe en termes dans l'époque romaine, si c'est plutôt vraiment à la fin de l'époque romaine ou je sais pas où est Marc Aurèle par rapport aux empereurs romains, si c'est plutôt à la fin. Je pense que c'est peut-être à la fin. Oui, peut-être. Je suppose qu'il n'arrivera pas à redonner un peu l'énergie de l'époque du premier, mais s'il a envie d'y replonger, moi j'ai toujours beaucoup aimé les univers qu'il nous crée, et l'idée que là on est en pleine immersion dans ces univers, donc moi je lui fais plutôt confiance, mais je ne pense pas que ce sera un bon scénario, quoi qu'on pourrait être surpris, mais par contre l'univers est rentré à nouveau dans cette époque romaine et ses colonies, parce qu'on commence quand même... l'histoire de Maximus l'esclave commence dans une colonie, un endroit qui est touché par Rome, c'est-à-dire toute l'Europe, et on va à Rome par la suite. Peut-être que ce sera aussi le cas dans Gladiator 2, je ne sais pas. Je ne sais pas aussi l'amplitude qu'il a choisi de donner au film, donc ce sera une surprise. Dès je pense les premières images, on sera vite fixé. Et il y aura... Alors c'est pas sûr, je crois pas qu'il l'ait confirmé pour 2024, mais Mission Impossible... qui devrait faire sa partie 2 là. Enfin ils l'ont renommé parce qu'ils ont vu que c'était un four, enfin les mecs ils essayent de faire du damage control, mais c'est un peu pitoyable. Oui, bon, la première partie était correcte, mais ça traînait dans les scènes d'action, c'était un peu pénible. C'était des scènes d'action fabriquées en avance et après on créait le scénario pour qu'elle fonctionne. C'est complètement con. Donc j'espère que le deuxième ne fera pas cette erreur, mais j'ai comme une impression qu'ils le feront quand même. Je suis pas sûr que j'ai envie de voir des scènes d'action, j'ai envie de voir un film. C'est ça qui est important. J'ai des trucs mais je sais même pas ce que c'est. Ah si, maintenant ça me revient. The Fall Guy.
C'est les gars de John Wick qui font une adaptation d'une série où il y a un mec qui fait des cascades, qui se retrouve dans des machinations avec des mafias et tout ça. Alors la bande-annonce, elle vend beaucoup trop de choses, je trouve, mais elle est assez amusante à regarder, ça donnerait presque envie de voir le film. Mais j'ai peur que ça soit vraiment, vous savez, le truc action gaguesque. Bon, ça c'est bon, j'ai passé l'âge de donner de l'argent, je pense, pour ce genre de projet. Non, je vais ailleurs en fait, moi. En l'état de la bande-annonce, elle donne envie à voir le film, je trouve. Elle est bien péchue, il y a plein de gags où le mec il est en train de draguer la nana, la réalisatrice, et après il doit faire une cascade de fou et elle est subjuguée parce que le mec il fait trop bien la cascade. Enfin, moi je trouve que c'est très amusant de jouer un peu avec ses codes de cinéma et le making-of et faire une scène d'action sur une scène d'action. Voilà, moi je trouve ça amusant à voir, mais j'espère qu'il y a plus dans le film que ce qu'on voit en bande-annonce. Je pense que non. Il y aura Sonic 3, bon j'ai vu aucun Sonic, vous savez les films là avec Jim Carrey et tout ça, donc bon je vais pas forcément m'intéresser dessus. Dans le chat on m'a dit plusieurs fois Megalopolis, oui le film de Coppola, donc le film qui est censé trouver son public en 2024 il me semble, s'il ne l'a pas repoussé encore, sachant qu'il a viré son directeur des effets visuels en cours de route, donc bon ça donne pas bon signe. J'espère qu'il donnera un film à peu près cohérent quand même, et sans disant il y a une technique révolutionnaire ou je sais trop quoi pour faire le film. Moi j'ai un peu peur des écrans LED un peu dans tous les sens. Et puis ça fait longtemps qu'il n'a pas réalisé, et je crois que les derniers films, j'avais vu Twixt, je sais plus, le truc avec les vampires là, on aurait cru un film étudiant. J'ai pas aimé non, comment on pourrait dire, la pauvreté du récit et la façon dont c'est filmé qui me rappelle le début du numérique dégueulasse. Je trouvais ça un petit peu gênant. Donc j'espère qu'il sera d'attaque. Encore une fois, souvent les premières images de bande-annonce donneront un ton, et à partir de là, on pourra se positionner. Mais moi, là comme ça, je viendrai pas forcément devant le film. Droïde de combat B1. Droïde de combat. Ranger. Le prochain Matthew Vaughn de Argyll. Oui, la bande-annonce est sympa, mais bon, moi je cours pas après les films de Matthew Vaughn, donc je pense que je n'irai pas le voir. Mais en effet, c'est un film qui va arriver. Et il y aura aussi un film que lui, je serais potentiellement intéressé, c'est Occupied City, donc de Steve McQueen, donc le mec qui avait fait Hunger, Shame, Widows et 12 Years a Slave, il me semble, si je me trompe pas. Et Occupied City, c'est la vie d'une ville. Voilà. Avec son rapport avec, je crois, l'occupation nazie, avec des images actuelles. C'est comme si le fantôme sonore du passé venait hanter les images du présent. Et ça sur une très longue durée. Je crois que le film il fait 4 heures, je crois, 3 ou 4 heures. Ça peut m'intéresser. Yo, tu me parles de l'ascension du Christ. Alors, les films sur le Christ, qu'ils soient réalisés par Mel Gibson ou non, je ne fais pas une fixation dessus, donc s'il y en a un qui sort, je ne l'ai pas capté. Et on parle bien d'un film, voilà, qui est produit par des gens d'Hollywood, avec du cast et un réalisateur qui a des considérations, voilà, un peu sur le sujet. Pas les films produits en boucle par des productions chrétiennes, tout cheapos, avec la bande-annonce, ça pue un peu trop la religion. Voilà, parce qu'il y a quand même un monde entre la Passion du Christ de Mel Gibson et les trucs que je vois passer là des fois sur le web qui sont affreux en fait, et qui sont produits vraiment par des associations chrétiennes et tout ça. Donc c'est pas, voilà. Ces films-là, moi, ça passe sous le radar et j'en suis content. Oui, alors si Mel Gibson veut remettre une couche, vu les films qu'il fait, qui sont toujours très soignés, très bien filmés, ça pourrait être intéressant, ouais. En tout cas, pour l'instant, je crois pas qu'on ait des images, il me semble que non. Zone of Interest, exactement, bonjour, celui-là il m'intéresse aussi, potentiellement, vraiment.
de voir au cinéma. Je dis pas qu'il y aura une critique à chaque fois que je dis que je suis intéressé par un film, là, sur la liste, c'est pas dit qu'il y ait une critique, et c'est pas dit déjà que je les vois, et c'est pas dit qu'il y ait une critique, mais il y a un potentiel, voilà. C'est juste après, faudra voir au niveau des dates, des opportunités, de mon envie grandissante ou non. Qu'est-ce qui reste encore? Ah, mais il reste aussi un autre film. Celui-là, j'hésite, mais ça pourrait être vraiment une épopée qui me tenterait. C'est Horizon. Donc le film de Kevin Costner qui dure 660 minutes. Donc Mouse, quoi. Qui est une gigantesque fresque sur le Far West. Mais genre la fresque d'une vie. Et ce sera en 2 parties, en été. Tu réserves toute ta journée pour Horizon. Tu commences le film, t'as une épopée de fou, et à la fin, t'as l'impression d'avoir vécu une vie. Il y a peu de films qui te donnent cette impression-là. Mais quand tu sors de la salle, t'as l'impression d'avoir vécu une vie. C'est une impression de dingue. Vous savez, des films comme Laurence d'Arabie, ou des grandes fresques, qui vous donnent vraiment la vie d'un personnage entier. Vous êtes là à la fin, oh putain, qu'est-ce que j'ai vécu là? J'ai l'impression d'avoir rempli ma vie là. Et j'ai envie de croire, j'espère que ce sera le cas, hein, j'ai envie de croire qu'Horizon pourra me donner cette impression. Alors Sociorama, en effet, tu avais évoqué la question du Spider-Man. Oui, alors bien sûr, si les producteurs fonctionnent comme des cochons avec les équipes de tournage, forcément, les équipes sont HS quand le film y sort. Et il est clair que le film ne va pas se faire pour l'année prochaine ni pour l'année suivante, hein. Trop de travail, trop de folie, trop d'incertitudes pendant la création des projets, des départs aussi des gens, et quand les gens sont remplacés, il faut que les gens réapprennent tout sur ce qui a déjà été fait, donc c'est un bordel sans nom. Et il y a eu des témoignages sur les pratiques des producteurs, enfin c'est scandaleux, hein. C'est scandaleux. Mais bon, c'est tous ces tocards qui ne savent pas ce qu'ils veulent, alors ils essayent, ils essorent les gens jusqu'à avoir un truc qui pourrait leur plaire, sans être sûr. Vous savez, en France, on a un merveilleux exemple, et en plus, il vit une pâtée de maison de chez moi. C'est Abdelatif Keshish. J'arrête pas de le croiser au café quand je descends pour faire les courses. Oh, je lui parle pas, hein, il a l'air un peu occupé, hein. Mais lui aussi, il a un problème sur l'indécision de ce qu'il veut, et ça fout la merde dans tous les sens, au tournage, au montage. C'est très difficile, hein, je pense, de composer avec ces gens-là. Un trop-plein? Ah, certainement. Moi, quand je l'ai vu dans de bonnes conditions. C'était pas en salle, hein, mais dans de bonnes conditions quand même. Oui, il y a un trop-plein qui fait mal aux yeux. Et j'ai été très lucide de ne pas aller voir le film en salle, le Spider-Man. J'aurais eu mal aux yeux. J'aurais quitté la salle. Comme si on m'avait foutu devant Lux Eterna de Gaspard Noé. Moi, j'utilise les yeux devant les PC pendant 15 heures sur 24, voire plus par moment. Donc moi, j'ai pas envie de me flinguer les yeux avec un truc comme ça qui m'arrache la rétine. C'est pas pour moi. C'est pour des yeux plus jeunes. Mais je l'ai vu. Visuellement, alors c'est très très beau et tout ça, mais des fois ça s'excite tellement pour tout que finalement il n'y a rien qui est mis en valeur. Un problème pour beaucoup de choses. Et je trouve que c'est assez fragile, le scénario des canevas, qu'il faut respecter, sinon il y a des trucs qui s'écroulent et tout ça. Je trouve que c'est pas... ça rend le récit tout de suite très, très chancelant. Moi, ça m'a pas convaincu. Parle bien de Keshish, tu vas avoir des problèmes avec Antoine Goya. Ah bah le pauvre, hein, s'il veut me tailler une bavette... Mais moi, je parle juste d'expérience, en fait. D'expérience, des témoignages qui m'ont été directement rapportés par des gens qui ont travaillé, en fait. Alors, encore une fois, est-ce qu'on sépare l'artiste de l'homme? Sauf que là, on n'est pas dans le cas de Polanski. On est dans le cas de quelqu'un qui fait de la création et qui se comporte comme un fou avec les gens qui sont en collaboration avec lui. Moi, je suis technicien dans l'audiovisuel. La façon dont on se comporte avec mes collègues, ça m'importe. Et moi, j'ai pas envie d'être en face d'un connard qui te fait faire un truc qui démolit le soir avec d'autres monteurs. Donc, c'est une déformation que j'aurais qui est une déformation professionnelle. Et ça, c'est tout à fait normal. Tout comme tout le monde aurait une déformation professionnelle quand il s'agit du métier où moi je trouve « Ah, ça c'est bien et tout ça » et toi tu me diras « Mais non, c'est de la connerie parce que ça et ça, parce que moi je travaille dans le milieu. » Bah oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Et je pense que
Alors, pour Tsuark, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est bien plus acceptable de mettre l'équipe sur les rotules quand on sait ce qu'on veut. On sait exactement ce qu'on veut, mais l'équipe ne le fait pas comme on veut. Donc on refait, un peu Fincher quoi, jusqu'à ce qu'on arrive à voir ce qu'on veut. Parce qu'on a une image précise dans la tête. Et on veut que cette image, elle apparaisse au tournage. Ça, je suis d'accord. Mais quand on sait même pas ce qu'on veut, et qu'on fait répéter pour que tout d'un coup il y ait un truc qui apparaisse qui nous dise « Ok, c'est bon », ça, là, je me révolte. Là, je trouve ça pas normal du tout. Tu vois, tu arrives à voir la nuance entre quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui force son équipe à bourrer jusqu'à ce qu'il ait devant lui la vision qu'il a dans la tête, et quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut et qui attend qu'il y ait un miracle qui apparaisse devant lui. Par hasard presque. En essorant les acteurs pour voir des variantes jusqu'à ce qu'il y ait une variante qui lui dise « Ah ouais, ça c'est pas mal ». Ah ouais, alors là, moi, c'est des gens qui doivent faire du théâtre en fait. Qui doivent mettre en scène des pièces de théâtre. Quoique, on arriverait au même cas de figure dans le théâtre, mais bon. Mais bon, c'est des gens aussi qui sont dans les tourmentes. Hein. Là, ils font du cinéma, ils font les beaux, mais je crois que Keshish, il est plutôt à l'ouest ces dernières années. Hein. Parce que moi, je suis un grand artiste. Ah oui, évidemment. Enfin, à un moment, il y a un compromis à faire, je pense. Mais bon, voilà, quand il y en a qui veulent pas faire de compromis, faut pas s'étonner après qu'ils se sentent persécutés, que oui, on m'a pas donné ma chance et tout ça, mais quelle indignité. Si nous parlions un petit peu de Twitter, parce que certains le savent, je suppose, j'ai Twitter depuis un peu plus d'1 an maintenant, et j'ai pu repérer toutes sortes de choses absolument effarantes. Bon, déjà, on voit que il y a une faune qui est spécifique à Twitter, donc c'est des gens qui ne sont pas ailleurs que sur Twitter. Donc ça, c'est une curiosité pour moi. Pour moi, c'est pas évident de le concevoir. Il y a une animosité qui est hallucinante, une agressivité, alors que Twitter ne se destine pas au dialogue, et même s'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps, puisque en effet, Yolande, tu choisis ton camp, tu dis X. J'ai eu 2-3 petits trucs assez amusants à remarquer. Voilà, bon, il y a eu des décisions de Musk, là, Elon Musk, qui malheureusement pourrait faire en sorte que mon passage soit un passage éclair, parce que si ça devient payant, moi, il est hors de question que je reste là. Ce qui serait dommage. Et tu as débarqué au pire moment aussi. Oui, mais au final, il n'y a pas eu tant de mouvement que ça. Les gens ont créé des comptes ailleurs, mais ils restent sur Twitter. J'ai eu aussi mon premier blocage. Comme c'était mouvant. Mais c'était via YouTube. C'était la séance de Marty, qui avait eu vent de ce que je disais à son propos sous une vidéo des FAQ. Et bien sûr, puisque c'était probablement un truc qu'il a vu à 1h du matin, puisque sa réponse, elle s'est faite à 1h du matin, ben forcément à 1h du matin, on n'est pas très frais. Donc on dit un peu de la merde. En tout cas, on n'est pas diplomate, ça c'est sûr. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui a eu de très mauvaises expériences avec Twitter, donc il insta-bloque. Donc que la personne qui a donné, parce que c'est quelqu'un qui a donné le lien de cette partie des FAQ à la séance de Marty, peut refaire la même chose s'il veut faire des réponses par morceaux des FAQ interposés, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, je trouve ça assez malheureux d'en être arrivé là. Alors moi, je essaie de discuter avec diplomatie, tout en étant complètement assuré de ce que je disais vis-à-vis de ces vidéos. Bon, le mec l'a mal pris, bon, il a fait son méprisant, mais bon, c'est méprisant, chacun est méprisant envers l'autre. Donc à ce moment-là, ça s'arrête là. Hein. Mais la petite différence qui était de mise, c'est que moi, j'avais vu toutes ces vidéos pour me permettre de dire ce que je lui ai dit. Lui, il n'a rien vu de ma pomme. Bon, ça reste un tocard, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et il l'a confirmé d'ailleurs un peu plus tard en mettant en avant un des commentaires qu'il a eu sur sa chaîne. Il y a tellement en fait dans ce réseau social des provocations gratuites, mais vous avez des choses où les gens se donnent une posture, une image, pour générer du conflit. Et générer du conflit, ça génère de l'attention. Mais des provocations, vous savez, des choses,
genre de la mauvaise foi ou de la stupidité. Mais réellement, hein, alors que ça semble être des gens intelligents, mais juste pour faire parler d'eux, ou faire remonter leur fil d'actu, alors qu'ils y pensent pas un seul instant de ce qu'ils disent. Mais ce sont des postures. Et j'en parlais avec Samir d'ailleurs, de certaines postures qu'ont certaines personnes, que connaît Samir en plus, qui s'amusent sur ce réseau, mais ça leur donne juste une mauvaise image, et je trouve ça regrettable. Que voilà, on crée de la provocation juste pour générer un flux. Des mensonges, des déformations aussi de propos. Par exemple, pour Oppenheimer, il y a Christopher Nolan qui est interviewé, bon il fait la ronde des interviews et tout ça, bon ça c'est classique, et chez Josh Horowitz, qui est Happy, Sad and Confused, c'est un podcast dans lequel il invite des réalisateurs ou des acteurs à parler, voilà, des films qui sortent, dans lesquels ils sont et tout ça. Il y a Nolan qui dit Downey Jr. en Iron Man, c'est one of the greatest casting decisions in the movie history. Qui dit pas qu'il joue bien, mais il dit que c'est une des plus grandes décisions de casting de l'histoire du film. Et one off, c'est aussi la nuance, c'est une des plus grandes décisions de casting. Ce n'est pas le plus, hein, ou le meilleur choix. Et sur Twitter, c'est devenu le plus. Et ça dessert après des propos de Nolan, et des gens qui relayent l'info comme des bêtas alors que voir la source tout simplement pourrait leur être bénéfique. Donc c'est ce manque aussi de source, ce manque de se ressourcer, ce manque de rigueur, ce manque de curiosité aussi d'écouter en anglais une interview complète du réalisateur. Alors on prend un morceau, et ça n'a pas loupé pour Napoléon également, hein, on prend un morceau qui nous arrange pour faire de la provocation sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça minable. C'est pour ça que j'ai vraiment, pendant cette année, j'ai fait très très peu d'interventions vraiment où j'ai voulu défendre quelque chose ou pointer du doigt un truc qui va pas. J'ai essayé d'être discret, plus de partager les vidéos sans mettre forcément de commentaires, parce que je voulais pas attirer ce genre d'énergumènes, qui viennent assez facilement d'ailleurs. Des fois, c'était très tentant d'aller casser la gueule, quoi. De dire, mais tu n'as rien compris. Je sais pas comment c'était avant, mais voilà, il faut juste un peu sécuriser son fil d'actu et ne pas hésiter à dire ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, et le flux d'actu est plutôt correct. Mais c'est vrai que c'est une drôle de fournaise. J'ai aussi repéré quelque chose, mais là c'était plutôt sur Discord. Je m'en doutais quand on le voit dans un autre cadre dans lequel nous sommes habitués. C'est un peu surprenant. Enfin non, c'est pas surprenant, mais c'est surprenant de le voir dans la bouche de personnes autres, d'un autre cadre. C'est qu'il y a une hostilité, et je dis bien une hostilité complètement dingue envers le YouTube cinéma. Tout compris, hein, la catégorie générale. Et ça, c'est à cause de gens comme Captain Popcorn, comme Clapman, comme tous ces tocards qui nuisent à des gens plus petits qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour mettre en avant le cinéma. Et ces gens-là, qui sont le fer de lance, en termes de popularité, donc de visibilité, et Dirty Tommy, tout ça, hein, ce sont des gens qui sont incapables de penser un peu autre chose que récupérer des informations sur Reddit sur les films, ou faire une traduction de Wikipédia anglais avec quelques sources à côté pour faire mine, regardez, on va parler du film, mais en fait on fait une vidéo entière sur le making-of. Salut Clara Runaway, hein, parce que son dernier truc sur Matrix, c'est scandaleux. Cette pratique, ces gens-là, ils sont devant toute autre personne, mais de loin, de très très loin. Et après, on s'étonne que les gens ne pensent pas le cinéma, on s'étonne que les gens ne se posent pas plus de questions. YouTube même se félicite de ces gens-là. J'avais vu une interview de la directrice de YouTube France qui invitait des youtubeurs, des influenceurs youtubeurs au festival de Cannes pour faire en sorte qu'ils en parlent sur leur réseau et tout ça. Je vais vous épargner les noms des gens YouTube Cinéma hein, qu'ils invitent à Cannes. Mais à ce niveau-là de tocardise, j'en viens presque à regretter Durandal. Hein.
Parce qu'au moins, lui, il essaye de se poser quelques questions. Je trouve qu'il se pose pas de bonnes questions et que des fois, c'est paresseux et maladroit, mais il prend toujours le cinéma au sérieux, lui. Ça, je peux pas lui... On en avait parlé avec Poufy sur Discord. Il prend le cinéma au sérieux. Et ça, on peut pas lui reprocher. Là où il y en a d'autres, ils se foutent de notre gueule, quoi. Ils se foutent de la gueule de leurs spectateurs, ils se foutent de la gueule du film. Ils n'en foutent pas une. Et c'est pour ça que ces gens ne se mettent pas en live, ou très très peu, qu'avec des gens avec qui ils sont bien et tout ça. Parce que s'ils sont en face de gens qui leur donnent le change, les mecs ils se font laminer. Ou ils disent rien. Ils deviennent des meubles. J'avais vu un live, je sais plus quel live c'était, où il y avait Plot Time. Je crois que c'est un nom comme ça, Plot Time. Un truc comme ça. Un brun avec une barbe, là, avec... vous savez qui fait des miniatures avec une police jaune, un truc comme ça. Oh, le niveau 0. Le vide. C'est comme s'il servait à rien. Alors que justement, en live, on peut donner un peu plus du coffre, on peut s'imposer avec des nouveaux arguments, on peut donner de la personnalité, parce qu'on est hors cadre d'une vidéo plutôt standardisée. Mais en même temps, au vu des contenus que ces gens font, à quoi on peut s'attendre quand ils sont en live. À la limite, Merege, c'est plus agréable à regarder en live, quoi. Bon, lui, il s'en fout il est en roue libre tout le temps. Donc, à la limite, en live, c'est plus agréable que d'autres qui sont en espèce de roulette, là. Enfin, qui ne donnent même pas de considération aux gens dans le chat, là. Qui font juste un déroulé. Moi, je pense à... Comment ça s'appelle Des toiles et des poils. Vous avez déjà regardé un live des toiles et des poils? C'est juste l'antithèse de mon live, quoi. C'est pas... prendre le temps de regarder les questions, de dialoguer sur les questions. Non, parce qu'il y a beaucoup trop de gens, et ça, je peux le comprendre. Quand il y a beaucoup de gens, on a envie de répondre à tout le monde, et donc on doit rapidement répondre. Mais non, en fait. Ça reste des humains aussi de l'autre côté. Et t'as la chance d'avoir un public, donc il faut un peu les considérer plus que ça. Et oui, il y aura des gens frustrés, mais en attendant, les gens qui auront posé une question, ou qui auront voulu un peu dialoguer avec toi, mais ils auront été satisfaits. Et ça, moi, à chaque fois que je fais des FAQ en live... Même à chaque fois que je fais des lives, il y a beaucoup de temps où je suis sur les gens dans le chat et je passe énormément de temps à bien répondre à la question, à avoir même le dialogue, même si c'est souvent un peu en décalé parce que je suis en roue libre pendant 10 minutes et après il y a 150 messages qui ont été écrits, hein, comme c'est le cas là, que je vais rattraper après. Mais au moins j'ai l'impression de prendre un peu plus en considération le chat que quelqu'un qui fait à la moulinette, toutes les personnes qui posent des questions. Est-ce que machin t'as vu, ah ça c'était cool, ouais c'était cool, allez hop, personne suivante. Moi j'ai vu ça, alors c'est sportif, hein. Je pense qu'à la fin le mec il est cassé, hein. Mais moi je peux pas fonctionner comme ça. Je trouve que c'est manquer un peu de respect. Mais il y a tellement de gens, j'ai vu, je crois que c'était un live où il y avait 123 personnes et qui spammaient dans le chat, hein. Ça y allait, hein. Et je suis pas là pour être à la chaîne. Je suis pas là pour être à la chaîne. Mais bon, lui, il aime bien être à la chaîne et au vu des vidéos qu'il présente sur sa chaîne, c'est la même chose, hein. Je prends un numéro de Starfix, je l'ouvre, je copie le contenu de Starfix et après je fais ma vidéo sur le dernier Carpenter, le dernier James Bond, Conan le Barbare, et ben voilà, bon. Mais encore une fois, parler du making-of, ça c'est plutôt facile. Et après, parler du film et comment toi tu te places dans ce film, ça c'est beaucoup plus dur. Et ça nécessite des fois un peu d'introspection personnelle. Mais encore une fois, est-ce que les gens ont envie de se dévoiler en parlant d'un film? Bah non. Ils se protègent. Et ça peut être compréhensible. Mais en attendant, il n'y a rien qui est dit sur le film. Quelle est la plus-value d'une personne quand elle fait une critique sur YouTube? Bah, c'est sa personnalité. Parce que le making-of, ça tout le monde peut l'avoir. Des études scientifiques sur le film, c'est-à-dire des universitaires, bah, tout le monde peut aussi accéder à ces sources-là. Si après, le making-of et les études universitaires, elles te servent pour un propos personnel que tu veux développer, oui, là, tout peut fonctionner ensemble. Mais fonctionner comme il le fait, c'est pas très humain en fait. Judith de Demoiselle d'horreur, ouais, elle a trouvé l'opportunité peut-être d'avoir de l'argent en parlant de cinéma sur écran large. J'espère qu'elle n'a pas trop de compromis à faire vis-à-vis de ce qu'elle a envie de dire et les impératifs d'écran large. Elle a eu l'opportunité, pourquoi pas. Bah, j'espère qu'elle subit pas trop la pression qu'a écran large de faire du chiffre, parce que je crois que c'est une des principales inquiétudes du site,
c'est de générer quand même du trafic. Et ça, il y a un certain nombre de compromis à faire pour le faire. Et elle est dans le bateau. Donc j'espère qu'elle arrive à trouver un équilibre entre les choses qu'elle a envie de mettre en avant, de sa culture, de sa sensibilité, et l'impératif du clic. Voilà, moi c'est tout ce que je lui souhaite. Et peut-être aussi fournir un peu sur sa chaîne du contenu. Mais c'est un équilibre à adopter. Ah, le tacle sur Clara Runaway. Mais je lui ai laissé des chances. J'ai regardé quelques vidéos. Et à chaque fois que je me dis, mais c'est de la merde, putain. Et là, il y a eu un truc sur Matrix qui était dans mes suggestions. Je me dis, oh là, bah, je veux bien tenter. Matrix, il y a moyen de dire beaucoup de choses sur Matrix. Et je me retrouve à un making-of avec des anecdotes et tout ça. Ouais, non, mais pitié, non. Non, ok, bon. Je retesterai dans 6-7 mois peut-être. Si ça a changé, mais je pense pas que ça changera. Ah, parce que les gens en redemandent, et c'est ça le problème. Ça porte une ombre sur tout le reste. Et après, ça met tout le monde, y compris moi bien sûr, dans le même lot. De tocards, de gens qui sont inintéressants, de gens qui n'ont pas de culture. Alors que je suis sûr qu'on en a de la culture, mais des fois il y a les gens qui veulent en vivre et donc qui ont une pression du clic. Et donc ça n'intéresse pas de parler de cinéma grec ou d'une version brésilienne d'un film ou d'un mythe. Je pense à Orphée Negro là. Ça n'intéresse pas, donc on fait des trucs sur des machins qui font du vu et puis voilà. Parce qu'on veut gagner un peu son oseille. Là on peut pas faire grand chose contre, hein, mais ça reste déplorable. Moi, je souhaiterais quand même que ces gens qui font du trafic comme ça, sur des films comme ça, tout d'un coup, il y a des petites excursions, peut-être une fois par semaine. Tu vois, une petite vidéo le week-end, je vais vous parler d'un film qui a été fait au Congo. Bam. Ou un film canadien, un film d'art et d'essai, ou un documentaire. Juste un, tu vois. Tu fais tout ton programme comme prévu dans la semaine, et le week-end, tu dis, je vais faire un petit truc. Mais c'est ce qu'avait... Merej avait d'ailleurs, je crois, lors d'un live, manifesté l'envie de le faire. Mais je sais pas ce qu'il en est maintenant. Je crois qu'il a un peu abandonné. Il avait au moins la conscience de se dire, ah, peut-être que je pourrais essayer de parler peut-être un peu de cinéma asiatique le week-end, et pendant la semaine, je couvre le truc classique, comme ce que j'ai prévu de faire. Il avait quand même la conscience de vouloir essayer de faire quelque chose. Après, maintenant, il faut le faire. Et s'y tenir. Ça, je pense, c'est aussi durer. Vraiment, sur la longue durée, il faut tenir tout ça. Hein. Mais ce n'est pas facile. Et d'où les considérations qu'ont certaines personnes vis-à-vis de nous, donc YouTube Cinéma, notamment dans l'article du Rayon Vert qui a été commenté par pas mal de gens. L'article du Rayon Vert, donc sur les gens qui ont été à à la création de petites pastilles sur Jean-Luc Godard pour la chaîne de microciné de Samir. Le Rayon Vert a donné lieu à un article dans lequel ils se font massacrer la gueule, vraiment en les traitant d'incultes, qui ne connaissent pas Godard, etc. etc. Bon, moi je suis passé entre les mailles du filet parce que le travail que j'ai fait, je pense qu'il était amusant à regarder, en tout cas pour eux. Et donc ça donne, en fait, ça cristallise des animosités entre des gens qui viennent de la presse, ou en tout cas qui sont davantage dans le critique papier, et des gens qui sont sur YouTube, qui essayent d'avoir, avec les armes qu'ils ont, qu'ils peuvent avoir, qui ont envie de parler de cinéma. Alors ils le font plus ou moins adroitement, hein. Chacun avec ses armes et son envie de parler, sa façon de parler. Il y en a qui sont plus dans le dialogue, d'autres qui sont facecam, il y en a qui sont plus à l'aise pour parler de films qu'ils aiment bien, comme le cinéma américain des années 80-90, d'autres qui plus thématiques, et c'est cette globalité qui serait à souhaiter à mettre en avant, pas que ceux qui sont les plus visibles. On a quelques personnes qui essaient de se faire une place et qui y arrivent, hein, je trouve, comme Game Focus ou Antoine Goya. Antoine Goya, il fait beaucoup de provoques ces derniers temps. Hein. Et je peux vous dire, sur Twitter, c'est encore plus spectaculaire que sur YouTube. Hein. Mais le flux généré par les gens qui en vivent est de base plus fort, bien plus mis en avant. Et c'est ce flux qu'il faut essayer de diluer. Mais bien sûr, ces gens-là ne veulent pas des autres. Parce que si on était tous au même niveau, l'argent serait distribué entre toutes les personnes. Le flux aussi des gens des clics
le flux des gens, des abonnés, serait plus réparti et il y aurait moins d'abonnés, donc moins de pubs, donc moins de vues, etc. etc. Donc, les gens gardent en fait leur territoire aussi. Et bien sûr, se reproduisent qu'entre eux. Hein, ça, c'est le grand classique. Hein. Moi, j'ai vu très très peu de gros youtubeurs qui tout d'un coup ouvrent les vannes et invitent des petits youtubeurs à parler. C'est plus rare. Hein. Mais c'est des batailles d'ego. Et faire des lives, ça permet de diminuer cet ego, je trouve. Tu es en contact direct, où les gens ils te parlent directement. Tu vois un peu la faune que tu as sur ta chaîne, ça te permet de mieux comprendre en fait ce qu'ils attendent de toi aussi. Et ça permet de diminuer un petit peu tout ça. Communiquer avec les gens de ta chaîne. C'est pour ça que moi, Discord, j'ai trouvé ça très très bien que je le fasse, parce que déjà, je voulais partager. La première chose, c'est que je voulais partager des articles et tout ça, un peu comme une sorte d'archivage. Hein. Mais après, tout d'un coup, avec un peu de vocal, ça te permet de mieux, de plus t'atténuer, de pas rester dans ta bulle, justement. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui devraient s'ouvrir aux autres, quoi. Dans le cadre de ces émissions de cinéma. Parce que Popcorn, je sais qu'il fait des JDR et tout ça, mais putain, quand je vois ses vidéos sur le cinéma, en même temps, je devrais même pas le mettre dans le truc cinéma, parce que c'est de la pop culture, c'est pas du cinéma en fait. C'est de la pop culture, donc il y a des personnages, enfin des youtubeurs pop culture. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. Je devrais faire la catégorie comme ça, le dissocier la catégorie. C'est pas la même chose. Toutes ces questions vis-à-vis de YouTube, de la célébrité et aussi des invisibles, est arrivé un peu sur le plateau d'une émission que ça aurait pas dû être fait comme ça. Enfin, je pense, oui, ça aurait pas dû être fait comme ça. C'est une émission sur les tier-listes du YouTube cinéma. Une émission assez douloureuse à regarder quand on connaît un peu le milieu. Un live fait chez je sais pas ce que c'est que ce mec, une espèce de gars drama Twitter. Jamais entendu parler de ce gars, qui s'appelle Shizzle. Bon, ça avait l'air d'être un mec un peu spécial hein, par la suite. Avec, je sais pas ce qu'il est allé foutre là-dedans. Le pauvre Anthony Pazzona, sûrement qu'il y a eu des services rendus et donc on l'a un peu forcé à être dans le live. Bon, déjà, la liste était très incomplète. Il m'en manquait ma chaîne. Mais oui, c'est sûr que je sais pas qui a fait la liste, mais oui, il manquait plein de chaînes. Et malheureusement, le live a été dirigé par cet affreux personnage et la désinvolture, la provocation, la vulgarité, à chaque fois qu'on passait de chaîne en chaîne, c'était une catastrophe. C'était un manque de curiosité, un manque de compassion quand on tombe sur la chaîne et que c'est un peu minable ou que ça parle pas du tout parce que le mec parle que de cinéma pakistanais. Voilà, les mecs se moquent, les mecs rient peut-être de l'habillage graphique un peu miteux pour certaines personnes, de moi y compris. Hein. Et bien sûr, Anthony, qui ne connaît pas toutes les chaînes, essaye de défendre comme il peut pendant 2 minutes avant de passer à la suivante, parce qu'il y avait beaucoup de chaînes, et il voulait tout faire en un seul live. Ce qui en fait une espèce de déblayage à la chaîne, mais qui était spectaculaire et extrêmement gênant, où bien sûr les chaînes les plus chiadées, mais pas les plus intéressantes, hein, étaient mises sur le haut du pavé, mais qui des fois ne disaient rien, pas rien de plus que ce qu'on pourrait trouver facilement sur le web, et les chaînes peut-être les plus intéressantes étaient mises tout en bas. Parce que c'était trop intello, mais c'est les chaînes dans lesquelles on se pose le plus de questions, qui ne sont pas un cours magistral, ou qui ne sont pas des choses repompées. J'étais déçu un peu de Pazzona, de son manque de s'imposer en fait dans la conversation. C'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps, il connaît des gens, il devait en fait prendre leur défense. Mais je pense que dans le flux, et au vu aussi de la personnalité qui était à côté de lui, je pense que c'était très compliqué pour lui de faire asseoir son point de vue sur le live. Et voilà, on pouvait toujours se cacher derrière le fait que ce live et cette tier liste des gens qui parlent de cinéma sur YouTube étaient là pour le fun. Mais moi, j'aurais souhaité une expertise un peu plus prononcée. Faire découvrir aux gens qui étaient en live aussi qui sont ces gens qui parlent de cinéma.
Et il en résulte une méconnaissance générale du contenu également. Il y a aussi une fragilité, et le live était, et ce qui en est découlé, c'était ça, c'était une fragilité de vouloir explorer davantage les gens qui parlent de cinéma. On revenait toujours sur les mêmes, mis en avant et tout ça. Pas une curiosité, vous savez, oh tiens, les sujets, ils ont l'air sympas, je mets ça de côté. Non. Mettre la forme avant le fond. Et ça, c'est un gros problème. Et là, ça amène une division. Qu'est-ce que veut le public? Le fond ou la forme? Là, je pense qu'il y a une division même générationnelle. Les gens de 20 ans, ils veulent que ça s'agite. Quand tu as un peu plus de 20 ans, tu cherches peut-être autre chose que de l'agitation. Après, il y a des gens qui sont bien éduqués et qui cherchent les deux. Ou un peu plus l'un ou un peu plus l'autre, hein, bien sûr. Mais il est clair que moi, je parle de mon cas. Peut-être que quand j'avais 20 ans, j'aimais bien l'excitation. Maintenant, je parle en contenu YouTube. Maintenant, je cherche aussi, et un peu plus maintenant, du fond. Et du fond que je ne peux pas acquérir. C'est clairement... Et moi, ça m'a fait chier que Anthony ne se bat pas plus pour ses semblables, on va dire. Parce que Shizzle n'était pas un YouTuber cinéma. C'était un étranger, en fait. Donc on aurait pu imaginer que Anthony éduque l'étranger. Tu connais pas le milieu, attends, je vais te raconter, je vais te dire un petit peu, moi il y a des gens que je connais, voilà. Mais en fait non, pas tant que ça. C'est un peu triste. Et ça a mené après à toute une ribambelle de tier list YouTube Cinéma sur Twitter, assez horrible. On peut en faire des tier lists, mais ça reste dans le cadre privé. L'afficher comme ça sur YouTube, ou sur Twitch, c'était faire preuve vraiment de son inculture vis-à-vis de ce qui se passe en cinéma sur YouTube et être méchant. Parce qu'il y avait eu de la méchanceté. Bon, je peux vous dire que quand je suis passé sur le grill, il y a eu de la méchanceté tout court. Hein. Et Pazona me défendait sur des vidéos que je faisais il y a 8 ans. Donc ça veut dire qu'il n'a rien vu depuis 8 ans. Donc bon, je sais pas comment je l'ai pris. Je crois que j'étais un peu décontenancé, mais je me suis dit, bon, en même temps, il peut pas tout voir aussi. Donc ma façon de faire, c'est figé sur la période Disney. Et à partir de 2015, c'est comme si je n'existais plus. Alors que j'ai continué. C'est pas grave hein, du tout. Mais j'espère que ce genre de situation ne se reproduira pas. Ou alors ça se reproduira dans un cadre beaucoup plus tempéré, curieux, bienveillant, diplomate et cultivé. Voilà. Moi, je pense que faire une tier list sur les YouTube Cinéma, ça peut être stimulant, ça peut être provocateur, mais par contre, tu les fais dans des conditions qui soient décentes. Et avec tout le sérieux. Parce qu'il y a des gens, beaucoup, que ce soit même les gens que je pourrais considérer comme des tocards, hein, ils font leur travail pour gagner des fois leur vie avec un sérieux. Ils ne prennent pas forcément le cinéma au sérieux, mais le travail pour fournir toutes ces vidéos pendant des années, il y en a qui sont là depuis plus de 10 ans, vous vous rendez compte? C'est un moment à avoir de la dévotion et essayer de travailler sérieusement. Donc à partir de là, si on doit refaire une tier list de cet ordre-là, il faut la faire sérieusement. Étant donné que je suis là depuis plus de 10 ans dans ce milieu, voilà, je me sens aussi un peu concerné. Oui, moi, je suis d'accord, bonjour. Hein, il l'a vu comme un moyen de clasher tout le monde. Oui, c'est la poule qui gonfle pour avoir l'air importante. Oui, je comprends totalement. Mais tu vois, s'il n'avait pas amené Pazona, j'aurais même pas vu la vidéo en fait. C'est plus d'avoir presque une carte de validité nommée Pazona dans le live qui m'a froissé en fait. Tu sais que des mecs complètement inconnus au bataillon qui ne savent même pas ce que c'est que le YouTube Cinéma comme ça fassent leur truc dans leur coin, je suis sûr qu'il y en a plein. Hein. Moi je l'ai fait aussi, sauf que c'était à minuit en live privé avec Poufy quoi. Mais ces trucs, c'est resté en privé quoi. Je crois que j'ai même viré le screenshot de la playlist, enfin de la tier list que j'avais faite. Mais en public, c'est plus gênant quoi. Oui, alors j'avais un ou deux trucs qui s'étaient passés aussi vis-à-vis de YouTube Cinéma. C'est des gens qui viennent sur Twitter se plaindre que leurs chaînes disparaissent. C'était Gorkab et Intercut. Alors, plainte à juste titre, hein, totalement. C'est hallucinant que les chaînes disparaissent comme ça. Et ils appellent à l'aide de certains comptes Twitter liés à YouTube pour que les chaînes réapparaissent. En tout cas, qu'il y ait une enquête pour récupérer leur chaîne. Je trouve ça hallucinant que les chaînes disparaissent comme ça sans qu'il y ait de mail ou d'avertissement ou de choses comme ça. C'est criminel, en plus pour les gens qui y en vivent.
Et ça sous-entend aussi une question qui est assez terrifiante également, c'est si tout d'un coup ça devait arriver à des plus petits youtubeurs. Je pense à moi, notamment. Est-ce qu'un petit youtubeur aurait autant de chances de revoir sa chaîne qu'une personne qui a plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'abonnés? J'ai pas envie de tester le principe, hein, mais ça, je trouve ça aussi assez angoissant. Que d'un coup, d'un seul, pouf, baguette magique, la chaîne s'en va et après tu dois mendier et donner le sort de la chaîne entre des mains de gens que tu ne perçois même pas. Il y a donc des comptes sur Twitter pour manifester, se manifester, demander de l'aide. Ça c'est bien, c'est nécessaire. Et des trucs en français, je crois. Mais je trouve ça horrible de voir la chose popper comme ça. Enfin, dépopper, pardon, comme ça. Croire dans sa bonne étoile pour qu'il te considère un petit peu en fonction. Parce que je sais que cette pratique se fait sur Twitter, c'est des gens qui viennent se plaindre auprès d'instances ou du gouvernement, ou enfin d'une instance de l'État ou d'une instance privée et qui obtiennent gain de cause directement parce qu'ils ont 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés. Cette pratique-là, tu peux pas la faire fonctionner si tu as 500 abonnés sur Twitter. Tu n'as pas d'impact. Et c'est encore une fois cette différence entre les plus riches et les plus pauvres qui est délicate à gérer quand tu n'as pas la renommée. Quand tu as besoin d'être entendu et du fait que tu es pauvre en abonnés, on t'envoie chier. Et je voulais évoquer ce fait. C'est arrivé 2 fois dans l'année pour des gens qui utilisent des extraits, hein, c'est pas... mais d'avoir leur chaîne disparaître comme ça, c'est un peu perturbant. Et ça n'annonce absolument rien de bon pour la suite. Et comme par hasard, c'est les tocards qui n'ont pas de problème avec leur chaîne. Et les gens qui font un boulot un peu différent, ou un boulot spécialisé, comme Gorkab, c'est eux qu'on emmerde. Parce que là, pour le coup, Gorkab, c'est vraiment spécialisé de ouf. Hein. Et lui, il va pas sur des journaux de Starfix, hein, il va à la source, hein, il fait des interviews, il creuse, il cherche les meilleurs matériaux pour rendre compte, pour faire des vidéos qui rendent compte du laserdisc ou je sais pas quoi pour certains films. C'est un travail, c'est un beau travail. Si c'est pour les droits d'auteur, Adopi, l'Arcom est censé être l'institution à contacter, mais bon, oui, mais on est sur YouTube. C'est plutôt je pense que c'est plutôt le droit américain. Je peux me tromper, hein, mais je ne crois pas. Ouais, c'est une route casino. Ouais, c'est pas. Je suis pas serein moi avec cette façon de faire. Surtout quand je vais révéler mon projet de mashup. Alors là, je sais pas ce que ça va donner pour les droits. Alors, normalement, alors attendez, je clique dans tous les sens. J'ai déjà fait des tests. C'est censé passer. Mais ce sera peut-être la dernière vidéo de la chaîne. Je tente le diable là. Je tente. Mais par contre, vous allez voir la vidéo quand elle va sortir. Certains l'ont déjà vue. C'est vraiment un truc de fou, hein. Je ne déconne pas. Hein. Mais ouais, c'est la roulette. Il n'y a aucun moyen de savoir en fait. Il n'y a aucun moyen de voir la limite, d'avoir une frontière, quelque chose d'un peu clair en fait. La dernière vidéo avant l'apocalypse. Oui, c'est ça. L'actualisation de la réglementation des droits d'auteur mentionne Adopi comme l'institution à contacter en France quand les plateformes de type YouTube ne respectent pas les exceptions aux droits. Oui, mais YouTube je pense, utilise les droits américains. Et donc là, en France, on doit essayer de négocier avec les droits américains vis-à-vis de l'utilisation de droits d'auteur. L'instance à contacter, oui, dans ce cas-là, oui, je pense que oui, tu dois avoir raison, ça doit être Adopi, mais vis-à-vis de quelle loi YouTube n'est pas français. Alors, est-ce que l'antenne France et donc les chaînes qui sont françaises appliquent la loi française? Putain, alors on imagine le bordel dans tous les pays du monde. Parce que je suppose que tous les pays ont une loi différente vis-à-vis des droits d'auteur. Non, c'est loi américaine, point, et maintenant vous vous débrouillez avec ça. Donc le fair use, je suppose. Je ne vais pas creuser la question. Je dis ça comme ça un peu à la vacope, je te pousse. Je pense que YouTube peut dire aux F, parce que si on commence à les faire chier, ils envoient des avocats et la procédure est là pendant des mois ou des années en fait. Donc pour eux, c'est pas un problème. Et puis le temps de retrouver aussi la source de tout ça, parce que moi quand j'ai des problèmes de droits d'auteur, c'est pas directement avec Warner, c'est avec des succursales qui s'occupent des droits d'auteur pour d'autres groupes. Donc le bordel il est sans fin en fait.
À moins de te dire, ok, alors il y a un problème de droit d'auteur, je vais saisir les tribunaux, je vais parler à Adopi et tout ça. J'espère que t'es chaud au niveau administratif, parce que tu vas en avoir pour des années. Il y en a qui ont essayé, hein. Ils y sont encore. Hein. Et quand il y a eu des procès, les procès ont été perdus parce que YouTube est armé contre ça. Et je me rappelle encore une fois du JDG qui a voulu jouer le jeu et qui a dû faire un papier de 30 pages ou je sais pas combien de pages sur qu'est-ce que c'est que la parodie pour Doc Nukem ou je sais plus ce que c'était comme vidéo. On est sur des aberrations comme ça. Donc, bon, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer à ça? Adopi devrait être équipé. Oh, je pense pas. Hein. C'était un truc prévu pour protéger les droits musicaux à la base. Hein, et un peu le cinéma. Alors, je sais pas comment elle a évolué cette succursale. Mais quand j'ai lu le décret et le texte de loi, à l'époque, ça passait plus de temps à organiser la hiérarchie de la structure que de se poser les questions sur les termes de téléchargement, de sources, de droits, d'images et tout ça. Hein. C'était consternant. Hein. Moi, je pensais avoir des réponses dans ce texte de loi sur qu'est-ce que ça comprenait exactement. Que dalle! Que dalle! Que ce soit le décret ou le texte de loi. Ça a peut-être évolué, mais à l'époque, c'était de la merde. Alors pour désigner la hiérarchie de la structure qui allait être Adopi, alors là, il y avait des pages. Hein. Mais quand il s'agit vraiment de comprendre qu'est-ce qui est de l'ordre du droit d'auteur dans un fichier téléchargé, donc dans des données, et qu'est-ce que c'est qu'une donnée quand on parle d'un film ou d'une musique, parce qu'il y a aussi des films qui sont camouflés en fait sous d'autres données, et les différents formats et tout ça, il n'y avait rien. Et moi je trouve que c'est pas normal, parce que dans ce cas-là on peut jouer sur la loi. Et après c'est des batailles d'avocats et tout ça. Et ça peut durer des milliards d'années. Comme les gens savent très bien le faire tenir, et du coup toi tu t'enlises dans des démarches financières, parce qu'il faut payer les gens, et YouTube ils bronchent pas. Donc qui c'est qui va perdre le plus? C'est le petit gars. Même un gars comme JDG. Ça lui cassait les couilles de faire ce texte. Je crois que c'était pour Doc Nukem, mais je peux me tromper, c'est peut-être sur une autre vidéo. Ça l'avait cassé les couilles. Y a-t-il déjà eu une scène d'un film qui t'a tellement traumatisé que tu n'as jamais pu revoir le film? J'ai toujours pu regarder à nouveau des films. Il y en a que j'ai pas revu, que j'ai vu une seule fois, que j'ai pas revu, mais plus par, je pense, Prégui, je l'ai vu qu'une seule fois. Hein. Mais je pense que Marie et Max aussi. Mais c'est pas BNX aussi, mais c'est pas des choses que je m'interdis de revoir. C'est plus après l'idée qui fait son petit chemin de imaginer, voilà, de fantasmer le fait que le film pourrait être moins bien si je le revoyais une seconde fois. Donc tu veux le garder un peu en mémoire profondément pendant des années en pensant que non, t'as pas besoin de le revoir, t'as suffisamment marqué. Mais c'est pas par pure angoisse d'être traumatisé à nouveau. Il s'agit pas de ça. Une scène, je suis en train de réfléchir un peu plus profondément. Je pense que je n'aurais vraiment pas envie de revoir un épisode d'un dessin animé dont je vous ai déjà parlé en FAQ, qui est DNA Doomsday. Donc un épisode de dessin animé Johnny Quest. C'était un dessin animé qui était diffusé sur Canal J à l'époque, il y a très longtemps. Et dans cet épisode DNA Doomsday, donc ADN, jour d'apocalypse, c'est une espèce de robot, mais c'est un robot génétique qui prend la forme d'autres personnes pour accéder au missile nucléaire de la base dans laquelle il est développé. Et je peux vous assurer que la façon dont le robot se déplace et prend la forme des autres personnes pour passer les différents systèmes de sécurité, tout ça, c'est repoussant, mais vous n'avez jamais vu un truc pareil. Imaginez que c'est pour les gosses, que c'est sur Canal J. Un truc, on dirait The Thing. C'est simple, c'est The Thing en dessin animé, sur Canal J. À une heure d'écoute tout à fait, moi je suis tombé dessus. C'était, je sais pas si c'était vers les 18h, vers les 17h, genre tu sors de l'école, et tu tombes sur ça. C'est simple, j'ai pleuré, je crois que j'ai pleuré le soir, ou c'était à midi, je sais plus ce que c'était. Et mes parents, ils savaient pas quoi faire, je crois qu'ils avaient presque dans l'idée d'aller téléphoner à Canal J pour demander des comptes parce que c'était pas possible en fait, un truc pareil. Ils ont pas vu les images, mais ils m'ont vu dans un tel état que c'était pas possible. Et avec un copain, on parlait des choses traumatiques. Il y a très longtemps, on parlait des choses qui nous ont vraiment traumatisés et je lui ai montré ça parce que c'est sur YouTube, vous pouvez le trouver. Vous tapez Johnny Quest DNA Doomsday, vous le trouvez. Ou sur Dailymotion. Et vous regardez ça, je lui ai montré ça, il a dit « Ah putain, c'est hardcore !» Ah bah oui, c'est hardcore. Ouais, c'est vraiment ultra hardcore. Il y a une espèce de dégoût Ouais, tu te sens horrifié, t'as pas envie que ce truc te touche, mais de loin, toi. Vous voyez, il y a des espèces
Vous voyez comme si c'était une grosse masse génétique, vraiment comme à la The Thing, et vous voyez un mince filament qui est le cou de la créature qui ressemble juste à l'œsophage, mais juste l'œsophage. Hein. Il y a juste l'œsophage, donc il y a une espèce de tige organique avec des grosses nervures, et au bout de cette tige, il y a une tête complètement formée, mais entière, tout à fait normale, avec un petit moustachu et tout ça, qui est en train de passer le scan des yeux. Et vous voyez cette horreur, c'est repoussant au possible, mais vraiment, hein, c'est choquant. Hein. C'est choquant que les mecs ils aient eu l'idée de faire ça et de diffuser. C'est ça, vous savez, à la télé, il y a des gens qui regardent des programmes pour savoir s'ils sont programmables, quoi. Et c'est incroyable qu'ils aient pensé à diffuser cet épisode-là. TF1 a bien, par exemple, pas diffusé justement l'épisode épileptique de Pokémon, où ils sont dans une espèce de réalité virtuelle avec... l'espèce là de Pokémon fait avec des polygones et je crois le mime, je crois qu'il était aussi dans l'épisode et ils l'ont pas diffusé volontairement parce qu'il y a des trucs là qui font des flashs aux yeux dans cet épisode particulièrement. Donc il y a des gens en télé qui sont là pour regarder les programmes et pour être sensibles à telle ou telle chose qui pourrait choquer et voire même, et c'est déjà arrivé, c'est arrivé par exemple pour Tarantino pour France 2, demander à un monteur de couper, de recouper, de remonter le film pour enlever des passages choquants, pour qu'il puisse être diffusé aux heures d'écoute, aux heures de visionnage que la chaîne a programmé pour le programme. Enfin, tout ça pour dire que, ça, je dirais que le Johnny Quest, ça c'est un truc que je ne veux pas revoir. Quelque chose que j'ai vu en adulte, peut-être la fin de Serbian Film, mais c'est pas quelque chose que quelque chose que je pourrais encaisser à nouveau. Surtout que je connais l'astuce et le mécanisme de fonctionnement de la séquence. Hein. Mais bon, c'est pas agréable sur le moment. Hein. Mais c'est un truc que je pourrais tolérer de regarder à nouveau. Hein. Mais c'est plus des trucs genre ouverture des corps. Là, dans, vous savez, Black Sun ou quand 731... voilà, il y a 2-3 trucs un peu hardcore quand même à regarder. Bon, après, c'est des images. C'est des images qui sont là pour choquer. Hein. Green Elephant, j'ai pas forcément envie de le revoir, mais je l'ai vu. Mais c'est pas du trauma avec l'interdiction formelle. Voilà, c'est plus. Je veux pas me presser pour le revoir, mais si dans le cadre d'une vidéo ou d'un débat, je dois les revoir, oui, je les reverrai, quoi. Lady Ludie, tu me dis, salut, Serbian Film, la dernière scène, c'était le choc malsain. Je me rappelle plus pourquoi j'ai un jour lancé ce film. Oui, mais je pense que c'est parce qu'il y a une aura de malfaisance, une aura de violence qui a été répandue un petit peu sur les réseaux sociaux et on a envie de voir ce que c'est, voilà. C'était mon cas aussi, hein. Et moi, il y a aussi l'autre scène avec l'enfant, avec le bébé qui m'a un peu choqué, mais parce que là, il joue sur des registres de réalité avec la DV qui est intéressante. Oui, la fin, les révélations, c'est assez, ça fait froid dans le dos. Hein. La dernière cavalcade, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, c'est de la boucherie. Hein. Après, on y voit ce qu'on veut. Hein. Il y en a qui voient un truc juste bête, il y en a d'autres qui voient des dénonciations d'une politique des médias et de la liberté du pays qu'a voulu montrer la personne. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Il ne s'agit pas d'être aveugle à certaines sensibilités qu'a voulu mettre en scène le réalisateur. Il s'agit de savoir à quel point on veut croire dans le projet du film, quel qu'il soit. Dans notre cas, là, Serbian Film. J'espère que GTA 6 va se planter. Il y a des chances que ça se fasse. Le wokisme saoule presque tout le monde. Bon, je pense qu'au vu de la période qu'ils ont choisie pour représenter la ville, il y a des gens de toutes les nationalités. Hein. Et puis, je ne sais pas si tu es très au courant, Sociorama, mais vu la tendance qu'ont eu les gens de créer tel ou tel personnage sur GTA RP, ça c'est quelque chose que Rockstar ne peut pas nier, c'est-à-dire le public qui fait du multi. Et donc ils ont, en tout cas de ce qu'on voit dans le trailer, hein, on peut peut-être rapidement parler du trailer, c'est qu'ils ont mis beaucoup en avant les effets de groupe, les masses, les endroits où il y a beaucoup de gens, les endroits où on peut avoir de l'interaction, hein, que ce soit sur la plage ou dans les clubs privés, les effets de groupe avec les motos comme ça qui passent. C'est quelque chose qui est mis en avant parce qu'ils ont, je crois, des développeurs de 5M pour le développement de GTA 6. Donc il s'agit aussi de représenter un certain nombre de personnes et il est clair qu'il y a beaucoup de gangs sur les serveurs multi de GTA 6 hein, qui font du RP. Et le RP, c'est parmi les 5 trucs les plus vus tous les soirs sur Twitch. Et ça,
ils veulent le contrôler, Rockstar. Ils veulent que ça soit un truc beaucoup mieux avec GTA 6, donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça marche. Hein. Donc il s'agit aussi de représenter toutes les groupes ethniques dans le jeu. Et puis là, on montre que c'est plus impressionnant de voir des gens de toutes les couleurs avec des rastas ou des variations de poids que de montrer pour une énième fois des blancs. On sait très bien qu'ils savent très bien faire les blancs. Par contre, les couleurs de peau, les basanés, les gens qui ont de la boue sur eux, les gens qui ont des coiffures compliquées sur eux, ça on a envie de voir davantage. C'est plus compliqué à mettre en place et à systématiser dans leur moteur qui leur permet de fabriquer toutes ces corpulences et tous ces corps. La scène de la plage, le plan de la plage, c'est vraiment c'est une vitrine, hein. Alors je sais pas ce que ça donnera le jeu en vrai, hein. Il y a toujours le fantasme de se dire oui c'est des images trafiquées, mais si ça sort comme ça en état, c'est très impressionnant parce que quand vous voyez le trailer de GTA 4 et le trailer de GTA 5, je pense pas qu'il y ait beaucoup de variations avec le jeu en lui-même, hein. C'était du gameplay. Enfin, c'était du footage directement du jeu. Donc, faudra voir un peu ce qu'il en est réellement dans le 6, mais au vu du temps qu'ils prennent pour le développement et de l'attente qu'ont les joueurs, de l'excellence vis-à-vis de cette série de jeux, c'est fort probable qu'on ait le résultat exact à l'écran. Moi, ça ne m'étonnerait pas. C'est un jeu qui, à chaque fois, pousse davantage le cadre d'une expérience en immersion PC. D'une expérience dans une ville fantasmée, mais avec beaucoup de cadres qui donnent l'impression de faire une seconde vie, quoi. Je pense qu'il y a tout à fait un créneau que doit prendre Rockstar sur le fait de travailler en coop. Pour moi, l'avenir du jeu vidéo, c'est de la coop ou du multi. Proposer une expérience superbe en coop pour 2 joueurs, pour des couples ou pour des amis. Et il n'y a pas de mal à prendre le personnage féminin. Elle aura, je pense, les mêmes interactions que le mec. C'est juste que dans les dialogues, il y aura autre chose. Enfin, on sera plus enclin à s'engager avec le personnage qu'on a choisi. Donc, si on est un homme et qu'on a choisi la femme, on sera plus engagé envers elle, envers son envie de s'extirper de cette vie de merde pour être vraiment dans quelque chose de plus fort. Donc oui, moi je pense qu'il y a vraiment un créneau à prendre et je trouve ça bien enfin qu'on ait des personnages féminins qui ne soient pas que des donneuses de quêtes, quoi. Qu'on puisse voir un petit peu où ça va nous emmener et puis ça se voit qu'ils font des tests. Oui, bien sûr, je comprends que toi, Sosorama, tu vis la vraie vie, mais il y a aussi des gens qui ne vivent pas la vraie vie et qui, tous les soirs, vont faire du GTA RP. C'est leur choix, bon, ça les regarde eux, mais en attendant, économiquement, ils doivent penser aussi à ça. Hein, parce que c'est ces gens-là qu'ils visent aussi, Sosorama. Parce que c'est eux qui viennent acheter tous les DLC pour avoir tous les options pour customiser et tout ça. Donc il faut prendre ça en compte quand tu fais de l'argent. La diversité de morphologie dans GTA 6 est impressionnante. C'est ça qu'il manque à beaucoup de jeux où tout le monde fait 1m75 et est mince. Ou athlétique. Ouais. Les morphologies, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Les textures de peau aussi. Faut voir un peu comment tout ça bouge. Hein. Bien sûr, dans le jeu, là, on n'a que des petits fragments. Je pense qu'on n'a pas du tout l'amplitude de ce qu'est le jeu. Alors, il semblerait qu'il y ait des maps du jeu qui ont été leaks. Mais on n'a pas vraiment vu beaucoup ce qui est de l'ordre de la nature. Hein, on a vu des animaux, alors il y en aura, donc ça va être vraiment pas mal ça, mais autrement on ne sait pas grand chose du jeu. Officiellement, je n'entends pas, bien sûr il y a des gens qui sont allés chercher les leaks et tout ça, mais des gens comme normaux, on découvre quoi. Écoutez, il est 23h30, comme prévu. Je pense que nous allons arrêter là. Encore une fois, incroyable. Le live n'a pas coupé. Moi, je vais aller sur Discord juste après. Donc, des gens qui sont dispo, n'hésitez pas. Ce ne va pas pour très longtemps, mais au moins pour faire un petit débrief et voilà, un mini after. Et moi, je vous dis de passer une très bonne soirée, un très bon dimanche. Et à très bientôt pour le nouveau live et bientôt aussi pour le grand projet de fin d'année. Il faut que je fasse encore des trucs, il faut que je m'y mette moi, c'est pas possible de traîner comme ça. Mais il apparaîtra ce projet. Vous le verrez sur la chaîne et vous serez pas déçus, je peux vous le garantir.
C'est un projet de mashup, hein, pour les gens qui ne savent vraiment pas de quoi je parle. C'est un projet de mashup comme le dernier que j'ai sorti. Sauf que celui-là, c'est un big one. Je vous embrasse. Merci encore pour votre présence, pour votre soutien, dont certains depuis des années. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.